par le comité technique, les deux chambres du Parlement ont pris des mesures adaptées, notamment le format réduit de nos travaux durant cette session à un format de 67 élus avec respect des mesures barrières en application de l'ordonnance du président de la République. C'est dans ce même contexte qu'après l'option levée par la conférence des présidents, nous avons signé la décision portant création de la commission multisectorielle chargée de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la Covid-19. Le rapport de cette commission a été approuvé moyennant amendement. Ces recommandations sanitaires, sécuritaires, économiques, financières, ainsi que les observations de vigilance dans l'exercice des libertés publiques des suites du confinement ont été prises en compte et transmises au niveau approprié. En votre nom à tous, je remercie et félicite les membres de cette commission Covid présidée par l'honorable Kabange pour le travail réalisé. Chers collègues, je ne peux terminer ce chapitre sur la Covid-19 sans brosser les conséquences économiques pour notre pays dans un contexte géopolitique mondial. En effet, selon les dernières indications de la Banque mondiale, cette pandémie a provoqué une grave récession mondiale dans tous les pays et ce n'avait plus été observé depuis plusieurs années, toute une décennie. Et bien que le bilan final au niveau économique soit encore incertain, la pandémie entraînera une chute économique importante pour tous nos pays. Elle aura également des effets durables sur la productivité du travail et la production potentielle. L'explosion des cas de Covid-19 et les mesures prises pour enrayer le virus ont brutalement ralenti l'activité économique dans de nombreux marchés émergents et aussi dans certaines économies matures ou en développement. Et les prévisions de croissance sont donc revues à la baisse. Beaucoup de pays, de nombreux pays, ont limité les dégâts, mais ce uniquement grâce à un vaste programme de soutien budgétaire et monétaire. Malgré ces mesures, le revenu par habitant va certainement diminuer. C'est ce qui amènera sans doute des millions de personnes dans la pauvreté. Concernant la RDC, selon la Banque centrale, réunie le 17 juin dernier, le taux de croissance à la fin du mois de mai est de moins 2,4 contre moins 1,9 peu après le début de la pandémie. Dans l'histoire économique du Congo, nous n'avons plus connu de taux de croissance négatif. Les dernières dates de taux de croissance négatif, nous parlons des années 97 à 2000. Et donc notre économie est revenue à un niveau de croissance négative que nous n'avions plus expérimenté sur les 20 dernières années. Et le comité prévoit que l'inflation pourrait monter jusqu'à 15% en fin d'année. Les finances publiques au mois de mai ont connu un déficit de plus de 22 milliards de francs congolais. Pour vous mettre les chiffres en perspective, les 3 premiers mois de l'année 2020, nous avons connu au niveau du trésor public congolais, les 3 premiers mois de déficit de 2020 étaient pratiquement l'équivalent de toute l'année de déficit de 2019. Sur les marchés d'échange, il y a eu une dépréciation du franc congolais. Nous entendons les Congolais nous dire dollar et mati. 8% sur le marché officiel et 10% sur le marché parallèle. De nouveau, après plusieurs décennies de stabilité, le taux, la parité franc-dollar a dépassé la barre de 2000 francs congolais pour $1. Les réserves internationales en devises ne représentent que 3 semaines pour couvrir les importations, soit 923 millions de dollars américains. Cette situation économique, évidemment, a des conséquences négatives sur le prix de notre nourriture, de nos biens, de nos services, et ces prix augmentent chaque jour, comme ils disent, au taux du jour.
Et donc, il dérange le pouvoir d'achat des Congolais. La ménagère a difficile à remplir son panier. À Kinshasa notamment, je vous avais alerté sur le pain qui est passé de 200 francs à 300 francs le 29 juin. Le sac de semoule de maïs qui était à 38 000 francs est passé à 40 000 francs. Le sac de riz est passé de 36 500 francs à 38 000 francs. Un sachet de sucre de 5 kilos est passé de 11 500 francs à 12 500 francs. Un carton de poisson salé est passé de 94 000 francs à 96 000 francs. Tandis que les haricots, qui coûtaient 243 $ le sac, sont passés à 250 $ le sac. Et un bidon d'huile se négocie désormais à plusieurs dizaines de milliers de francs, là où il coûtait moins cher il y a quelques mois. Donc ceci nous montre la souffrance des Congolais. C'est ce cri-là que nous devrions entendre avant tout autre. Sur le plan du secteur privé, la Fédération économique du Congo fait remarquer que la situation des entreprises n'est pas meilleure. 21% de nos entreprises ont arrêté leurs activités des suites du Covid. Comment faire venir des travailleurs pendant qu'il faut se protéger pour la maladie? 41% des entreprises qui voulaient investir en 2020 ont suspendu ces investissements. Un bon nombre d'entreprises aussi enregistrent des pertes sur leurs activités. 36% des entreprises nous disent de signaler à l'État par rapport à leur fiscalité qu'ils ne pourront pas payer les impôts. Et 39% des entreprises ont du mal à payer les salaires de leur personnel. C'est ça les conséquences du Covid à partir du mois d'avril, puisque le Covid a commencé au mois de mars. Dans ce contexte, nous ne pouvons que saluer et encourager les différents accords de financement et de crédit conclus par le gouvernement avec nos partenaires traditionnels, notamment la Banque mondiale, le Fonds africain de développement. Mais n'oublions pas non plus tous les accords bilatéraux et régionaux qui ont été signés dans ce cadre en vue d'appuyer les efforts du gouvernement et des Congolais en cette période difficile. Face à ce diagnostic sombre, il nous revient en toute responsabilité de prendre la mesure du défi qui nous attend face à une lutte inédite contre deux attaques de ce fléau pour notre société. La première, c'est le virus lui-même. La deuxième attaque, c'est l'érosion, l'attaque de notre pouvoir d'achat que cette maladie accentue. Alors, comment préserver notre santé et nos vies, celles des Congolais, de ceux qui nous ont élus, et relancer l'économie pour renflouer les caisses de l'État? Les populations nous disent Sovinakokufa, Nzalande et Bomangai, liboso na coronavirus. Pour vous dire la souffrance dans laquelle les gens sont, ou choisir entre manger et affronter le mal, parce qu'ils ne peuvent pas acheter des masques. Nous avons vu dans certaines provinces, on prend des masques de feuilles, on met sur le visage, parce qu'on ne sait pas se permettre des masques en papier, et ils nous disent, ou bien on fait face à cette maladie et on meurt de faim, ou bien on prend le risque d'affronter la maladie pour aller chercher à manger pour nos enfants. Alors, à cet effet, lors du débat sur la dernière demande de prorogation de l'état d'urgence par le gouvernement le 6 juillet, il avait été demandé au gouvernement par l'Assemblée plénière de revenir une dizaine de jours après, soit autour du 16-17 juillet, avec un plan de sortie de crise globale pour intégrer cette plainte des Congolais qui sont frappés de plein fouet par les conséquences du virus. En ce moment où s'est achevé l'état d'urgence sanitaire, je dois dire que nous n'avons pas encore reçu ce plan de sortie de crise du gouvernement. Mais je suis sûr que nous en reparlerons à notre session de septembre à l'occasion du budget. Et nous espérons que les mesures qui seront annoncées dans ce cadre, tout en veillant au respect des mesures barrières, prendront en compte des actions urgentes en vue d'atténuer la crise économique et la souffrance des Congolais. Honorables députés et chers collègues, faut-il le souligner, 65% de la population de la RDC a moins de 35 ans. Et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, nous signale qu'en Afrique, ce sont les jeunes qui sont les principales victimes des conséquences de ce virus. Dans ce rapport de l'OIT, il est démontré que les jeunes sont touchés d'une façon plus disproportionnée. Ainsi, il y a des perturbations dans leur enseignement, il y a des perturbations dans leur formation,
Il y a des pertes d'emplois temporaires parce qu'ils payent leurs études en se débrouillant la journée avec des métiers temporaires. Sans compter aussi la difficulté de se nourrir et de non plus vivre, mais survivre. Il est ainsi demandé au gouvernement de mettre en place des mesures politiques concrètes, originales, à grande échelle, afin d'aider les jeunes Congolais pour ne pas subir les dommages profonds et durables de cette crise. Pour sa part, l'Assemblée nationale, élue notamment par ces jeunes, dans le cadre de diverses interventions sociales et économiques de l'Assemblée nationale pour la promotion des actions des élus en faveur de leurs électeurs, l'Assemblée nationale, disais-je, a financé différentes actions de lutte contre le Covid, mais aussi quelques projets de jeunes à hauteur de 30 000 $, notamment avec un partenaire, Ingenious City, un incubateur qui encadre et accompagne les jeunes entrepreneurs congolais spécialisés dans la production de légumes, dans le recyclage des déchets plastiques, dans des applications informatiques pour identifier où se trouvent les cliniques les plus proches en cas d'urgence. Et nous souhaitons que chaque province, chaque exécutif provincial, que le gouvernement national puisse réfléchir de façon concrète à permettre l'éclosion de ces incubateurs. En effet, l'investissement dans cette jeunesse pour son épanouissement et aussi pour notre recherche et développement, pour innover et avancer, permettra à la RDC de répondre mieux au rendez-vous de compétition que les nations se livrent autour de cette problématique de la Covid-19. Toujours dans le soutien aux jeunes, mais aussi aux femmes, nous avons adopté une décision de formalisation du réseau des jeunes parlementaires et du réseau des femmes. Je remercie ici le gouvernement parce que dans le cadre de l'appui à ces deux réseaux et notamment les jeunes, il a été prévu un budget d'accompagnement modeste mais qui montre une volonté politique réelle du gouvernement et de l'Assemblée nationale d'accompagner cette dynamique de la jeunesse. Honorables députés, chers collègues, si la présente session s'achève dans un contexte particulier, nous reconnaissons que nous avons des défis sur le plan sécuritaire avec la résurgence de tensions multiformes, notamment avec l'alarmante nouvelle à vérifier d'un massacre de près de 220 personnes sur les hauts plateaux de Fizi, Mwenga, Uvira, dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier. Les violences récurrentes et cruelles dans les territoires de Aru, Djougou, Mambasa, Irumu et Mahagi, qui ont donc quitté Bunia, qui était au départ l'épicentre, et qui ont tendance à s'étendre, s'expandre dans cette zone, ce qui constitue une préoccupation. Et inévitablement dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Nous pourrions citer d'autres provinces, mais dans l'échelle des atrocités et de l'insécurité, je crois que c'est celles qui doivent retenir une attention urgente. Nous réaffirmons aussi que notre priorité doit rester l'intégrité du Congo dans la paix et la cohésion nationale. Nous réaffirmons nos encouragements à l'armée congolaise, à la police congolaise, et nous transmettons à leur côté notre compassion aux populations victimes du terrorisme et de l'insécurité dans ces régions touchées, et rappelons que, comme toujours, dans le cadre de nos prérogatives, nous n'avons ménagé aucun effort pour placer le débat de l'insécurité sur la table de façon claire, de façon persistante, de façon dérangeante parfois, mais c'est le rôle de l'Assemblée nationale. Durant cette session aussi, notre institution, par le biais de ses moyens de contrôle parlementaire, a agi pour mettre devant ses responsabilités l'exécutif et user de plaidoyer, notamment aux réponses ou aux sollicitations, notamment ensuite des réponses à donner aux sollicitations de certains caucus particulièrement préoccupés par cette insécurité galopante qui fait tache d'huile dans toute la République démocratique du Congo. Je cite ici les caucus du Nord Kivu, bien sûr, les caucus du Congo central, de l'Ituri, du Sud Kivu, les caucus du Haut-Katanga, mais aussi le caucus de l'Équateur pour l'insécurité créée par Ebola.
Et donc, nous avons essayé de faciliter des plaidoyers, tant au niveau institutionnel de l'exécutif qu'au niveau des partenaires qui interviennent sur ces thématiques. Il est donc demandé avec insistance au gouvernement de prendre des mesures sécuritaires qui ne soient pas une prière de plus entre nous et vous, mais des solutions concrètes, avec des moyens humains militaires, des moyens humains et financiers qui nous permettent de mettre un terme à ce qui s'apparente à une éventuelle progression de certaines forces négatives à l'intérieur de nos frontières. Honorables députés, chers collègues, s'agissant de l'insécurité, l'honnêteté me recommande de ne pas taire sous silence la particularité de notre session ordinaire de mars 2020. Notre institution a subi de nombreux cas de violation répétitive de son siège et de violation de l'immunité parlementaire des députés, principe reconnu universellement, et ceci ne s'était plus observé en RDC depuis 1991, date à laquelle, de funeste mémoire, une conférence nationale souveraine avait été interrompue par l'envoi de police. Pour rappel, en date du 23 mai, nous avons appris l'arrestation brutale d'un député, l'honorable Jean-Jacques Mamba, pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions. Le 12 juin 2020, nous avons été invités à prendre part à une élection. Et les députés nationaux ont été surpris de constater que l'enceinte du Palais du Peuple, siège du Parlement, inviolable au regard de notre article 7 du règlement intérieur, a été ceinturée par des éléments de police nationale congolaise, interdisant l'accès aux élus des deux chambres et au personnel administratif. Cette intervention, qui a causé altercation et voie de fait, a causé un traumatisme suivi d'un accident cardiaque dont le chef de l'honorable Kakule Mupopolo Floribert, député national élu de Mambasa, dans la province de l'Ituri, qui a été évacué et admis à l'hôpital du Cinquantenaire. Qu'un député puisse mourir dans l'insécurité des groupes rebelles ou des forces négatives de l'Ituri, nos électeurs le comprennent, même s'ils ne l'acceptent pas. Mais qu'il puisse mourir aux clôtures de l'enceinte de l'Assemblée nationale parce qu'il a rencontré force de police, les électeurs de Mambasa et du reste du Congo ne le comprennent pas. En mémoire de tout cela, je vous prie de respecter 1 minute de silence pour notre estimé collègue Kakule Mupopolo, tombé arme à la main pour défendre la fonction parlementaire. Merci. Le jeudi 25 juin 2020, des jeunes désœuvrés ou militants ont envahi le siège de notre institution en vue d'empêcher l'examen de 3 propositions de loi déclarées recevables par l'Assemblée plénière portant sur le fonctionnement judiciaire. En outre, des résidences et des véhicules de députés nationaux, toutes tendances confondues, majorité, opposition, non inscrits, ont été vandalisés par ces militants, tout ceci en appui d'une propagande dangereuse, incitant la population au meurtre des députés. Campagne appelée « Boma député, Tika policier ». Nous invitons le gouvernement de faire respecter l'inviolabilité du siège du Parlement, l'immunité parlementaire responsable, et nous exhortons toutes les institutions de la République de respecter scrupuleusement nos textes, la séparation et l'indépendance des pouvoirs établis, le respect du pouvoir de l'exécutif, le respect du pouvoir de la justice, le respect du pouvoir législatif, le respect du pouvoir présidentiel. Notre travail parlementaire crucial pour la bonne santé de cette démocratie, notre démocratie,
doit s'accomplir dans des conditions de sécurité optimales pour nous tous, quelle que soit notre tribu, quel que soit notre parti politique, et dans le strict respect de notre Constitution et de nos lois. Si nous en doutions encore, il est désormais clairement établi, la triste mémoire de l'honorable Mpopolo nous le rappelle, que notre travail n'est pas sans risque. Nous courons le risque d'être physiquement agressés. Nous courons le risque de voir nos biens vandalisés. Nous courons même le risque d'y laisser la vie. Mais nous avons su démontrer que les risques que nous encourons ne sont pas au-dessus de notre volonté, de notre engagement, pris vis-à-vis du peuple congolais qui nous a élus et non nommés, et qui nous a donné mandat. Siéger à l'Assemblée nationale, n'esprit à bien, siéger à l'Assemblée nationale doit être un très grand honneur pour nous tous. Nous devons demeurer fidèles au texte et savoir dépasser à tout moment nos divergences politiques pour préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La défense des intérêts et des priorités du peuple congolais. La défense du territoire congolais et de la paix chèrement acquise sur les 10 dernières années. La défense de la Constitution que nous ont donnée en 2006 nos prédécesseurs. Ceci doit être pour nous la priorité. Surtout en cette période de crise sanitaire où le peuple a besoin d'être rassuré et non inquiété, où le peuple a besoin de notre attention, où le peuple a besoin de notre sympathie et de notre compassion et non de nos disputes. Nous protégerons nos acquis démocratiques au nom des populations dont nous sommes les représentants légitimes. Honorables députés et chers collègues, en dépit de ce contexte, l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'exercer ses prérogatives conférées par la Constitution, c'est-à-dire adopter les lois, contrôler l'action du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et services publics. Après l'adoption du calendrier de la session, nous avons examiné et adopté des projets et propositions de loi nécessaires à la mise en œuvre du programme du gouvernement, nécessaires aux engagements internationaux du gouvernement, nécessaires à l'amélioration de la gouvernance, à la promotion des libertés et du bien-être de la population, et enfin aussi à la lutte contre le Covid-19. Mais le Covid-19 n'arrête pas tout. En effet, dans le cadre de l'article 144 de la Constitution, à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons donné suite favorable 6 fois. Les deux chambres ont travaillé 6 fois pour examiner, adopter les lois autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en vue de permettre au gouvernement de faire face au Covid-19. Honorables députés, chers collègues, on dit souvent « Zwamade Souyabana » et nous sommes tous contre ce proverbe terre à terre. Ainsi, la corruption a été reconnue comme un fléau qui entrave le développement de la RDC, ce pays si riche, mais avec des gens si pauvres. Et donc, comme elle constitue une menace pour la paix, la sécurité et les valeurs démocratiques que nous défendons, l'Assemblée nationale, à la suite de l'initiative du président de la République, a fait passer 2 lois de lutte contre la corruption. Et elles ont été inscrites en priorité. C'est dans ce contexte donc que la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiée par notre collègue Henri Thomas Lokondo, a été adoptée. Dans sa suite, nous avons engagé un débat constructif sur la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, initié par l'honorable Jean-Pierre Passy Zapamba. Après sa recevabilité, cette proposition de loi a été envoyée en commission pour examen. Chers collègues, nous pouvons tout dire, mais l'amélioration du climat des affaires, la protection des droits de l'homme,
l'amélioration de l'administration de notre système judiciaire ont été également parmi les priorités de la session qui s'achève ce jour. L'auguste Assemblée a engagé un débat constructif, polémique certes, sur 3 initiatives de loi. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/022 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, initiée par notre collègue Elvis Moutiri Wabachara. Car quand on a faim, seule l'agriculture sauve. La proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, initiée par notre collègue Ève Bazaïba Massoudi, parce que nous avons 10 millions d'aveugles, de sourds, de poliomyélites et autres handicaps en RDC. Nous avons aussi examiné la proposition de loi qui porte protection des droits des peuples autochtones pygmées, initiée par notre collègue l'honorable Rachidi. Et nous avons aussi examiné trois propositions de loi organiques liées au système judiciaire, initiées par nos collègues Gary Sakata et Aubin Minakou. Après en avoir déclaré la recevabilité, nous les avons confiées aux commissions permanentes compétentes pour un examen approfondi. Honorables députés, chers collègues, dans le cadre du respect des engagements internationaux de la République démocratique du Congo, en matière de financement et de crédit, l'Assemblée nationale a examiné et adopté les lois de ratification des accords ci-après. La loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 64-980-ZR entre la RDC et l'Association internationale de développement liée à l'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale. Toujours avec la même organisation, la loi autorisant l'accord de crédit 6601 du 2 avril 2020 pour répondre au Covid-19. Nous avons aussi autorisé la ratification de l'accord de prêt du 21 septembre 2019 entre le Fonds africain de développement pour la réhabilitation et la RDC pour la réhabilitation de la route nationale 1, section Kinshasa-Njili-Bachamba. Toujours avec l'Association internationale de développement, la République démocratique du Congo a autorisé et ratifié les accords de crédit numéro 6705, 6692, l'une sur les systèmes de santé, particulièrement la santé maternelle et infantile, l'autre sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Et nous ne pourrons conclure sans citer la loi autorisant la ratification de l'accord de crédit 66-65 du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. À tous nos partenaires, membres de ces organisations internationales, nous réitérons nos remerciements dans ces temps pleins de défis pour leur accompagnement multilatéral, mais aussi bilatéral ou régional. Régional européen particulièrement, régional africain. Et dans le but de promouvoir l'intégration régionale africaine, gage de paix, les deux chambres ont autorisé la ratification du traité révisé relatif à la communauté économique des États d'Afrique centrale ainsi que son protocole. Toutes ces lois ont été transmises au président de la République pour promulgation. Avant de terminer ce chapitre législatif abondant, je voudrais féliciter les honorables députés nationaux qui ont déposé au bureau leurs propositions de loi jugées recevables et les rassurer que, le contexte de sécurité étant plus adapté, nous l'espérons en septembre, celles-ci seront examinées en priorité au cours de cette session. Pour les collègues dont les initiatives législatives n'ont pu être jugées recevables et nécessitant peut-être des modifications, nous les félicitons et les encourageons à procéder à ces modifications en tenant compte des exigences de la Constitution. Estimés collègues, honorables membres du bureau, mes chers membres du gouvernement, au cours de la session que nous clôturons ce jour, nous avons également exercé des prérogatives en matière de contrôle de l'action du gouvernement et de ses entités. En effet, à la suite d'une question d'actualité de notre collègue François Nzekouye, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga, chef du gouvernement, nous a éclairé le 6 mai 2020 sur les mesures prises par son gouvernement pour assurer la gestion de la pandémie Covid-19.
De même, en réponse à la question orale avec débat de l'honorable Ilongo Tokole, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a rencontré les préoccupations des honorables députés nationaux sur les mécanismes de mise en œuvre de certaines dispositions judiciaires s'agissant des députés, mais aussi sur d'autres sujets, devant les organes judiciaires en général et le parquet en particulier. À la suite de ces échanges, des recommandations ont été adressées au gouvernement. L'auguste Assemblée a également procédé à l'audition, suite à la question orale de l'honorable Nelly Mwinga-Lutela, à l'audition de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en rapport avec les incidents survenus dans le territoire de Songololo au Congo central. Il en est de même de l'audition de la question orale avec débat initiée par l'honorable Nzangi Ngelembi, adressée au vice-premier ministre, ministre du Budget, en rapport avec le paiement de la somme de 14 963 480 $, mise à disposition de la Régie des eaux et de la SNEL pour exécuter les travaux des 100 jours. En outre, plus de 200 questions écrites déclarées recevables ont été adressées aux membres du gouvernement et aux gestionnaires des entreprises publiques, des établissements et services, et des réponses, certaines des réponses y afférentes, transmises à leurs initiateurs. Pour celles qui attendent encore, ceux et celles qui attendent encore des réponses appropriées des membres du gouvernement ou des gestionnaires de leurs entités, le bureau se fera le devoir de faire le suivi et de le transmettre aux initiateurs au moment opportun. Nous demandons votre indulgence. Chers collègues, votre bureau a également enregistré 2 demandes d'interpellation de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et du ministre des Droits humains, initiées par les collègues Josué Moufoula, au sujet du non-respect de l'inviolabilité du siège du Parlement et des atteintes aux droits des honorables députés. Bien que jugées opportunes par l'auguste Assemblée, ces 2 interpellations n'ont pas pu connaître de suite au moment opportun, des suites de l'indisponibilité du vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. En outre, en application des dispositions des articles 138 de la Constitution, 183 à 186 de notre règlement intérieur, plusieurs commissions permanentes, plus d'une dizaine en réalité, ont procédé à l'audition de certains membres du gouvernement et gestionnaires des entreprises et établissements publics sur des questions qui relèvent de leurs domaines respectifs. Je ne peux pas tout citer ici, mais ce sont des échanges qui ont lieu à l'abri des caméras et qui ont été très productifs. À l'issue de l'examen de certaines de ces questions, des plénières ont été retenues pour l'audition de ces rapports. Et moyennement amendements et recommandations, a transmis au gouvernement les propositions de la Commission Défense et Sécurité, celles de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable, celles d'autres commissions, notamment la Commission Covid-19, notamment adressées au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, au ministre de la Défense nationale et anciens combattants, au ministre du portefeuille, au ministre de l'Environnement et Développement durable, au ministre de la Justice. Ces recommandations, donc, sont transmises pour en assurer une mise en œuvre par notre commission de suivi. Par ailleurs, le bureau a reçu les rapports de la commission spéciale de suivi et évaluation de la Covid-19. Elle a aussi reçu le rapport de la commission spéciale de contrôle, présidée par l'honorable Toengano, sur pied des articles 139 et 140 de notre règlement intérieur, qui impose au bureau de l'Assemblée nationale, à terme échu, de produire un rapport sur sa gestion globale de l'Assemblée nationale, mais aussi avec un volet sur la gestion financière. Cette obligation des articles 139 et 140 a été rencontrée par la commission spéciale susnommée et aboutit à un rapport présenté en plénière pour l'exercice 2019. Rapport qui a été adopté, ce qui est une première dans l'exercice de transparence de notre institution publique,
peut-être à inculquer et à partager avec toutes les autres institutions gestionnaires ou dotées de fonds publics. Faute de temps, l'Assemblée nationale n'a pu examiner tous les rapports et ceux qui sont restés feront l'objet de nos délibérations par priorité au cours de la session de septembre. À l'occasion de la session ordinaire de septembre 2020 et en application des dispositions de l'article 211 de notre règlement intérieur, notre commission suivi-évaluation sera saisie en vue de nous faire rapport, comme je l'ai dit précédemment, de la mise en œuvre de toutes ces recommandations qui ne sont pas des vœux pieux, mais qui sont un exercice pour l'amélioration de la gouvernance au niveau exécutif. Au cours aussi de cette session qui se clôture, nous avons enregistré le 29 avril 2020 le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation dans le cadre de la collaboration institutionnelle que nous avons avec tous les pouvoirs établis, aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge d'un membre du gouvernement, l'honorable Toumba, dans le cadre du suivi du programme des 100 jours du président de la République. Le 14 mai 2020, sur pied des dispositions idoines, l'Assemblée a accordé cette autorisation. Chers collègues, conformément à l'article 12 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, l'auguste Assemblée a procédé le 2 juillet à l'entérinement du PV reçu de la société civile composante confession religieuse, comme nous le demande strictement la loi. Comme nous le demande strictement la loi, qui limite à l'entérinement le rôle de notre institution, la décision a été transmise aux autorités compétentes pour disposition. Et votre bureau lance donc un appel aux autres composantes, au terme de cette loi, de s'apprêter à en respecter les dispositifs, car l'Assemblée nationale tient à jouer son rôle et ne souhaite pas être accusée d'avoir été à l'origine d'un quelconque retard ou glissement électoral par rapport à ces dispositions. Chers collègues, je ne peux terminer mon propos sans signaler qu'au cours de cette session, l'auguste Assemblée a procédé à la validation des pouvoirs de 5 suppléants à la suite de décès de certains collègues ou de l'acceptation par d'autres de fonctions politiques incompatibles. Honorables députés et chers collègues, l'observance de la situation de notre pays nous interpelle et donc l'histoire de l'humanité est jalonnée de multiples batailles menées par des hommes et des femmes épris de liberté et de justice qui se sont battus parfois jusqu'au sacrifice suprême. L'honorable Moupopolo est un exemple pour se départir de systèmes inadaptés à l'expression de la démocratie. Et donc il est apparu au fil des siècles que le mode de gouvernement qui apparaît le moins conflictuel est celui dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues. C'est ce mode de pouvoir qu'on appelle la République. C'est pourquoi nous avons appelé notre pays la République démocratique du Congo. Après le choix fait d'être une république lors de notre indépendance en 1960, le Congo a adopté définitivement sa forme démocratique par l'adoption par référendum d'une constitution qui a posé les jalons de la démocratie. Cette démocratie donne mandat à ses élus pour, d'une part, présider aux destinées de la communauté et gérer le bien commun, et d'autre part, légiférer et contrôler pour rechercher l'équité, la justice dans la gestion et la répartition des ressources. La première mission est confiée à l'exécutif, présider aux destinées de la communauté et gérer le bien commun. La deuxième mission est confiée au législatif,
cette forme de gouvernance que nous avons tous librement choisie nous impose de rechercher en toutes circonstances et de respecter la courtoisie et le dialogue institutionnel permanent et les voies pacifiques pour résoudre tout différend pour le bon fonctionnement de nos institutions au meilleur des intérêts des Congolais. Ces mécanismes sont gravés dans notre Constitution, repris par notre règlement intérieur. C'est le fondement de l'État de droit. La collaboration entre institutions, législatives, exécutives, judiciaires, est un des piliers de l'ordre constitutionnel congolais. Si chaque institution travaille en vase clos, avec sa propre définition de l'intérêt national, c'est l'État et le pays et les 80 millions de Congolais tout entiers qui y perdent. Les assemblées parlementaires provinciales et nationales incarnent cette démocratie et sont les institutions centrales par lesquelles la volonté de ce peuple s'exprime. Sa vocation, la vocation de toutes nos institutions, n'a aucun sens si ces institutions ne sont pas là pour améliorer la vie des Congolais, pour rassurer les Congolais, pour pouvoir la paix aux Congolais. Chers collègues, donc toutes les violences auxquelles nous avons assisté, que j'ai évoquées, toutes ces polémiques, ne sont pas à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée par des électeurs congolais, qui sont nos patrons. Qu'est-ce que cela change-t-il dans la vie de notre frère de Haru, ou de Walikale, ou de Kimbanseke, qui est victime d'insécurité? Qu'est-ce que cela change, nos bisbis politiques, dans la vie de notre sœur de Ngandajika, ou à Boma, qui n'a pas d'eau potable? Qu'est-ce que ça change dans la vie de notre fils à Binga ou à Kongolo, où il ne peut étudier la nuit sans électricité? Quel message envoyons-nous à nos enfants par rapport à certains spectacles que nous, les politiciens, poussons, entretenons, instrumentalisons? Quelle image donnons-nous aussi de la femme congolaise que nous insultons, que nous chosifions dans des activités politiques surprenantes? Quel exemple donnons-nous à ceux qui nous ont confié, qui nous ont donné leur confiance pour aller les représenter à Kinshasa, cette capitale excentrée, siège de nos institutions, à ce pays grand, aux dimensions de l'Europe, quand nous sommes dans la majorité du temps dans des luttes de pouvoir, dans des agendas pour 2023, au lieu de penser à 2020 et au peuple d'abord? Que pensent nos compatriotes qui vivent dans l'insécurité permanente quand ils écoutent tout ça, avec nos interprétations juridiques pédantes, qui ne sont pas le fait des magistrats ou des juges, mais où tout le monde s'invite au débat, et qui ne résolvent en rien l'immédiateté de la souffrance, de la douleur sociale des Congolais? Ici, c'est l'appel d'une maman congolaise. Certains députés me disent « maman présidente ». Et j'accepte cette nomination-là parce que c'est notre culture. Ils ne m'appellent pas « madame présidente », ils disent « maman présidente ». Et ici, c'est l'appel d'une mère à ses élites politiques. On découvre un discours de plus en plus dangereux, violent, ethnique, tribal, qui met en péril les équilibres de la nation congolaise. Des tracts où une communauté menace une autre. La visibilité de certains drapeaux étranges à l'est du pays pour demander l'autonomisation dans quelques-unes de nos provinces, parce que nous n'arrivons pas à leur donner l'espoir. Il faut vraiment que ça nous serve d'alerte pour changer notre façon d'agir politique, pour privilégier la concorde nationale, une justice sociale équitable, non partisane, non utilisée à des fins de règlement de comptes, et où la représentativité et le dialogue national se fait à l'intérieur des institutions. Nous, à l'Assemblée nationale, parce qu'ils nous ont envoyés, parce qu'ils ont eu confiance en nous, parce qu'ils ne nous ont pas nommés mais élus,
Nous devons de penser Congo. Nous devons de penser Congo et non tribu. Ainsi, dans l'exercice de leurs fonctions publiques, nous parlons aujourd'hui des députés qui ont été dans l'insécurité. Nous parlons aujourd'hui d'une forme d'intolérance politique. Cette intolérance politique qui amène parfois certains serviteurs de l'ordre à intervenir dans nos discussions politiques. Et ici, j'aimerais qu'on rende hommage à ces policiers qui ont été de façon injuste malmenés dans des actes violents récemment, à certains juges qui peut-être ont connu une vie raccourcie. Et donc nous devons chaque fois que nous utilisons notre parole, nous devons en peser les conséquences parce qu'elles peuvent se traduire par un risque pour nos populations ou pour les serviteurs de la République que sont les militaires, les policiers, les enseignants, les médecins, les magistrats. Chers collègues, je vous recommande donc de transmettre ce message d'espoir, d'unité, de cohésion, de retenue à nos électeurs, à nos frères et sœurs congolais que vous rencontrerez partout durant nos vacances parlementaires, car c'est ensemble que nous nous en sortirons pour bâtir un Congo plus grand dans l'exemple pour nos enfants. J'ai dit, et sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2020. Je vous remercie.